posé sur une haute butte d'herbe, entouré d'un torrent dévalant de la montagne, une ferme et ses annexes ouvrent sur un cirque dominé par des glaciers. Sous le soleil du matin et l'immobilité de l'air, cette vue, ce paysage, cette scène me révèle en une épiphanie extatique la présence quiète des choses à leur place exacte. Transparent et large, l'espace semble y engloutir le temps suspendu. Devant la porte de la maison, bâtie au bas des alpages, une petite fille de 3 ans joue. En cadeau d'anniversaire, elle a reçu hier une poupée rose crème au pantalon vert. Derrière elle, la façade calme aux linteaux de pierre brille encore de la peinture ocre appliquée à grands frais quand la fenaison abonda voici 7 ans. Le grand-père construisit un hangar métallique à gauche du corps principal de la ferme, hangar lui-même édifié au début du siècle dernier sur les ruines d'un ancien moulin, érigé à l'endroit d'un antique monastère, implanté là jadis sur les lieux d'un temple romain ou gaulois, nous l'avons oublié, devant les rochers que déplaça une crue millénaire de ce torrent dansant et mauvais, dont le cours se creuse dans les strates jurassiques des monts, dont la barre ferme l'horizon semi-circulaire sous des neiges dites éternelles. Le jouet sort du magasin. La fillette ne gazouille plus et parle déjà. La peinture date des années récentes au climat clément. Le nouveau bâtiment date des années chaudes où les glaciers commencèrent à reculer. Le moulin du siècle passé, le monastère du haut Moyen-Âge, les vieilles pierres d'avant Jésus-Christ, la crue depuis plus de 1000 ans, la montagne du tertiaire. Comme par degrés, je distingue le jouet fragile devant l'enfant qui gambade et court devant la porte ouverte, le hangar léger devant les pierres lourdes, la maison devant la rivière, et celle-ci devant la haute paroi noire, millionnaire en années, sous l'éblouissant soleil, étoile milliardaire. Depuis quand la fillette joue-t-elle à la poupée? Depuis quand le père a-t-il peint la façade? Je m'en souviens aisément. Quand les premiers occupants de ces lieux ont-ils érigé ces pierres? Il y faut déjà plus d'expertise. Depuis quand le torrent coule-t-il? Depuis quand le glacier descend-il de sa rimée? Depuis quand la montagne s'élève-t-elle à plus de 3000 mètres? Depuis quand le soleil brille-t-il? Par datation désormais exacte, le savoir contemporain répond à ces questions concernant ma perception, mais je vais montrer que du coup ma perception est nourrie de ce savoir et renversée par ce savoir. Du fond des montagnes et de la hauteur du ciel, tombe sur mes épaules une échelle temporelle qui coule comme en cascade vers moi, vieillard promis à la mort. Dans quelques jours, la poupée aux habits déchirés manquera d'un bras tôt arraché. Dans 2 ans, l'enfant devra partir le matin pour l'école. Ses murs resteront debout et la petite fille les croira immobiles toute sa vie,
elle les croira, comme on dit, durables. Son père, qui enduisit ces murs-là, parce qu'il les voyait s'user, pense à son tour la montagne durable. Adossé à des roches qu'il croit immuables, il constate, le père, que la muraille se dégrade avec le temps, et en fixe les brèches branlantes avec des moellons extraits de la paroi qu'il croit durable. Adossée au mur de la ferme qu'elle croit immuable, la petite fille se repent déjà d'avoir dégradé son jouet. Derrière l'enfant, cette muraille stable, derrière le père, la montagne, 2 fois de l'espace. Devant eux, les petits habits déchirés ou la façade du mur décharné, 2 fois du temps. La fille et son père s'agitent chacun sur une sorte de balcon, sur un petit degré d'espace derrière eux, en amont, et 2 temps devant eux, en aval. Sur ce balcon étroit et respectif, chacun, adossé à de l'espace et regardant du temps, pourrait dire comme Fontenelle que de mémoire de rose jamais l'on ne vit mourir un jardinier. En effet, le jardinier voit la rose naître, éclore, se faner, puis disparaître par le temps qui passe. Mais si la fleur pouvait voir ou sentir, elle admirerait les déplacements plus que lents du jardinier dans un espace stable et inusable. Pour la petite fille, la ferme ne bouge pas, mais son père sait qu'elle s'use, mais qu'on ne soulève ni ne déplace des montagnes. En amont de ces 2 vies, rapides comme des roses, vouées à l'usure et à la décadence, voilà de la stabilité spatiale, la maison et la montagne jouant le rôle, disons, du jardinier. Voilà 2 échelons composés, j'ai osé le dire, d'un espace et d'un temps. Assis sur une rive solide, parents et enfants regardent un fleuve couler. Devant l'immarcessible muraille, les roses perdent leurs pétales, la maison s'élève, s'use et s'écroule devant l'impeccable paroi de la montagne, dont la roche se plisse et s'érode sous un éternel soleil. À chaque stance, autant d'illusions jardinières. L'échelle sur laquelle vivent ces générations ne dépasse pas les traditions de leur famille. Mais un historien pourrait dater les constructions, la ferme, le moulin, le cloître, le temple, les restes, les traces, les marques d'hommes déjà disparus. Il ajoute simplement quelques autres échelons à la perception de ces 2 parents et enfants. Chacun d'eux ne conserve qu'une mémoire humaine, lacunaire, écrite parfois en signes et conservée parfois dans des objets comme les pierres et les murs. Nommons donc toute notre histoire illusion jardinière. Comme l'enfant, nous croyons sottement que les civilisations et leurs travaux se développent dans l'étendue invariante d'un monde qui les accueille, ou mieux encore qu'une géographie déployée dans un espace ou local ou global conditionne une durée, courte ou longue, celle de la préhistoire et de l'histoire, comme s'il y avait un décor, comme le décor d'un théâtre, où se déroulerait dans le temps une action. Mais un géologue date encore ce décor, car il coule tout autant que le torrent. Devant le flot furieux qui entraîne avec lui des cailloux et du sable, nous disons aussi sottement que ce courant du torrent arrache des alluvions
à des montagnes qui nous paraissent stables dans l'espace. Nous parlons d'érosion, comme si un flux actif usait un socle passif toujours déjà là, comme une rigole qui serait rare dans le massif. Non, l'eau coule, mais la falaise coule aussi bien puisqu'elle s'écroule en blocs, en pierre et en sablon, tout comme l'eau, tout comme l'histoire des hommes, en autant et plus encore de stades et d'échelons. Les solides coulent autant que les liquides, un peu plus durs, un peu plus résistants, ils y mettent plus de temps. Si la montagne percevait, quant à elle, elle verrait toutes ces choses naître et s'évanouir en aval d'elle, et croirait s'adosser en amont, si j'ose dire, et pendant qu'elle se plisse, s'exauce, s'érode et disparaît, à un espace où le soleil changerait aussi peu que le jardinier devant ses roses. De mémoire de volcan, nul n'a jamais vu vieillir d'étoiles. Derrière les quelques centaines d'étages de l'histoire à nos manigances, des millions d'échelons derrière se déploient où l'univers entier entre dans le temps. Au fond de ces gorges rouges, le Colorado, la rivière Colorado coule, mais coulent aussi les cristaux saisis dans les strates diverses des falaises du canyon. Du bord sud de sa faille théâtrale, ou devant la ferme modeste où joue l'enfant, vous ne voyez pas deux spectacles différents dans un espace semblable, mais simplement une succession de 1000 fontaines à rythme divers. Certes, l'une particulière se déverse au fond de la rigole, que vos yeux ouverts suivent sans étonnement, mais les autres tombent de moins en moins rapidement sans que vous les perceviez directement. Je vous invite à les voir ce matin, non point immobile, mais lente. Mime en Galilée, je dirais volontiers, pourtant, toutes ces falaises rouges coulent. Aux datations de l'historien et du géologue s'ajoutent aujourd'hui celles du géophysicien et du chimiste qui, en découvrant par exemple comment l'uranium devient plomb, peuvent calculer l'âge de la Terre, 4 milliards d'années. À ce géophysicien succède l'astrophysicien qui compte quant à lui l'âge de l'univers, 13 milliards d'années, depuis le Big Bang s'il exista, et suppute la fin de tout le processus jusqu'à ce qu'on nomme le Big Crunch, la fin de tout le processus dans l'écrasement ponctuel. Je ne puis donc plus contempler le soleil, les étoiles et les paysages sans que leur temps emporte de son flot formidable et moi, et mes yeux, et mon corps. Oui, le savoir contemporain a renversé notre vision. De même que jadis Copernic et Galilée retournèrent notre ancienne perception des mouvements terrestres autour du Soleil, de même, émerveillés de ce nouveau changement dans la durée, vous contemplez désormais une suite échelonnée d'horloges dont les roues, les unes immensément lentes, étoiles et montagnes, d'autres prodigieusement rapides, petites filles et poupées, comptent le temps, chacun à son rythme, plutôt à son tempo, prestes au plaisir du regard et presque immobiles à notre ancien aveuglement. Ouvrez donc les yeux nouvellement. Vous ne voyez plus d'espace, vous voyez seulement du temps. Vous voyez moins d'objets disposés dans une étendue familière, le torrent, les roches, les sommets, le soleil, que différents rythmes d'un écoulement
travaux éphémères, maisons séculaires, rives millénaires, rochers millionnaires, astres milliardaires. Alors que jadis et naguère, la philosophie de la représentation faisait disparaître le temps dans l'espace, le dissolvait ou même le dissimulait comme un magicien cache un vol de colombe sous un voile blanc, alors que la scène théâtrale de la représentation philosophique rendait difficile à Saint-Augustin, à Bergson, la pensée de la durée, cette série qui maintenant se déplie en faisant jaillir devant moi des millions de fontaines, foudroyantes ou d'une infinie lenteur, devant la maison de campagne ou le Grand Canyon du Colorado, fait disparaître, dissout et dissimule à son tour l'étendue derrière les surgissements d'autant de rythmes chroniques. Alors l'espace familier devient devant mes yeux une mosaïque de temps à rythme et à tempo divers. Je vois l'enfant courir, elle pose sa poupée entre les murs de la maison et un rocher à côté du torrent. Je traduis ce que je vois en termes désormais exacts. En quelques secondes, 3 ans se glissent entre 2 siècles et 10 millions d'années. Elle va sauter dans les bras de son père ou s'accrocher aux jupes de sa mère, qui, de grand matin, interroge le climat, travaille le sol, rejette les pierres et garde la terre. Ses pratiques horaires, journalières, saisonnières, annuelles, relient divers temps de l'inerte immémorial, du vivant domestiqué ou sauvage et du technique formidablement récent. S'agite-t-il dans un espace? Peut-être, mais le long des arêtes temporelles de leurs gestes rapides ou lents, il lie, comme en un réseau aléatoire et régulier, cette multiplicité composite de rythmes, plus ou moins larges et rapides, la maison, la terre, la roche, les vivants, blé, vache, poule, le technique, charrue, fourche, massue, emboîtés de manière fractale ou mélangés ensemble et tourbillonnant, chacun d'âge ou de temps différents. Croyant nous activer dans un espace stable, nous, mortels, journellement tissons, trame sur chaîne, de l'éphémère à du millénaire, du lent sur du foudroyant, nous dessinons quelques traits fugitifs sur de la tapisserie milliardaire. L'espace alors paraît comme une marqueterie de temps. Devant la ferme et ma petite fille, je vois brouter les vaches et j'entends chanter la gloriole du coq. Sur le Grand Canyon volent des oiseaux de proie et entre les pierres et les herbes sifflent des crotales. Tout ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant me suppose debout devant 2 théâtres, l'un rural, l'autre plus précieux aux géologues et aux touristes, debout encore devant un espace, devant une étendue qui constitue la scène de ma vue. J'assiste encore et je vous fais assister ce matin encore à des représentations. Mais qui suis-je, moi qui vois? Qui êtes-vous, vous qui pouvez voir ce même réseau temporel? Et ces vivants,
ces plantes ou ces animaux, ces champignons et ces algues, ces monocellulaires qui m'habitent et que je ne vois pas. De nouveau, des fontaines de temps ruisselantes parmi les autres. Qui suis-je, moi qui vois? Une fontaine parmi d'autres, et certes, devant ma petite fille, la mienne, beaucoup plus vieille qu'elle, va vite s'épuiser avant la sienne. Je ne compte, quant à moi, que comme une autre marche de cet escalier de fontaine, un autre barreau dans l'universelle échelle de Jacob. Mon organisme a un âge, dit ma carte d'identité. J'ai passé le temps des roses et ma petite fille vient à peine de l'atteindre. Mon espérance de vie égale peut-être celle de la petite poupée de porcelaine, soit. Mais mon cerveau, pour ne parler que de lui, se compose de parties très anciennes, à la manière reptilienne, d'autres aussi nouvelles que celles que développèrent les chimpanzés ou les bonobos, enfin d'autres incomparablement plus récentes. Couche par couche, nous pourrions dater mon cerveau à la manière que les géologues utilisèrent autrefois pour dater ces falaises dont les strates diverses s'enfoncent de plus en plus dans le passé. Mieux encore, mon ADN apparut certes avec la conjonction de mes parents qui le bâtirent comme on bat des cartes, mais dans sa structure propre, il date au moins de 3 milliards d'années. Mais mieux encore, les molécules, mais plus encore les atomes qui le composent, les atomes qui le composent et qui me composent, remontent à la fabrication de l'hydrogène et du carbone par l'énergie galactique de l'univers. Qui suis-je, moi qui vois? Non seulement une autre marche de l'échelle, non seulement une autre marche par l'âge de ma carte d'identité, pour l'âge de l'état civil, mais encore les barreaux successifs d'une bonne part de la longueur de l'escalier. Mon balcon enjambe l'échelle de Jacob. Je répands mon temps sur la durée du monde. Je plonge tout entier dans son temps. Et de fait, mon corps se compose d'une succession de rythmes variés, passant de l'éphémère journalier aux décennies de mon âge, de l'état civil, jusqu'aux millions de siècles de la formation de mon cerveau et de mon génome. Je passe là de l'éphémère à des millions de siècles, et certes vous me voyez vieux, mais je suis si vieux que ma vie et l'histoire même tout entière de l'humanité telle que nous nous en souvenons comptent désormais à peine. En mes conduites et en mes pensées, nous pourrons bientôt, nous pouvons même déjà distinguer entre ceux et celles qui datent de la formation même des cellules, voici des milliards d'années, de ma moelle épinière, voici des centaines de millions, d'autres contemporains de l'hominisation, d'autres enfin qui remontent au siècle passé, à hier matin ou à cette minute même. Je dépasse de très loin mon âge civil, nous dépassons de très loin notre histoire. Nos gestes, nos sensations, nos désirs, nos intuitions, nos sentiments connectent en temps réel
1000 dates incomparables, comme tout à l'heure le faisaient les gestes et les actions des métayers devant la ferme. Aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté, ces temps que je viens d'étaler devant vous et compter leurs mesures, ces temps, dis-je, si divers, si colossalement divers, nous plongent jusqu'au cou dans une vieillesse compatible avec celle de l'univers. Enfoncés dans cette descente, nous atteignons du front à peine celle de l'histoire et à peine de l'épaisseur d'un cheveu celle de ma propre existence. Ainsi, notre corps comprend toute l'échelle des temps, puisqu'elle le fait. Il la monte ou il la descend comme les anges montaient ou descendaient dans la Bible l'échelle de Jacob, presque en totalité, puisque nous savons désormais évaluer la longueur de toute l'échelle. L'histoire, dont les spécialistes disent qu'elle ne commence qu'avec l'écriture, et la durée de ma vie propre qui commence à l'accouchement de ma mère, se réduisent à quelques marches parmi ces innombrables barreaux. Que pèsent alors les récentes sciences dites humaines, puisqu'elles ne se réfèrent qu'à de minces pellicules historiques? Des milligrammes par rapport à des milliers de tonnes? Notre histoire ne coupe-t-elle que des cheveux? Enfin, les corps de la vache dont je parlais tout à l'heure et du coq que j'entendais chanter, du loup qu'on vient de lâcher dans les prairies des Alpes, les sapins et les fougères sur les pentes, ne diffèrent pas, eux non plus, et tout autant que moi, de ce grand escalier. Quel âge leur donner? Quelques mois comme individu? 10 à 20 000 ans de domestication? Combien de millions d'années en tant qu'espèce? Oui, la vie est vieille, et je suis plus vieux que vous ne le croyez. Plus encore, méditant de rechef sur mon corps, qui suis-je? Et celui de ma petite fille. Si je considère le temps interminable qu'il a fallu à des dizaines de milliers de milliards de cellules pour apparaître indépendamment, pouvoir se reproduire et se différencier, pour se mettre à vivre ensemble, en constituant des pluricellulaires à zones séparées, des tissus originaux, des organes spécifiques et des fonctions diverses, emboîtés comme des pupérus. Si je compte les rythmes qu'il leur a fallu observer pour parvenir à une symbiose viable un certain temps, parmi autant d'obstacles et de prédateurs, plus l'armée gigantesque des éléments de défense immunitaire, enfin la longue chaîne de molécules qu'il leur a fallu construire pour me reproduire, sans trop d'erreurs, et reproduire un semblable organisme, je mesure, à la brièveté de ma durée, l'extraordinaire difficulté de cette combinaison. Inversement, la quasi-infinité de solutions devant au moins autant d'empêchements me fait même m'étonner que cet assemblage dure même l'espace d'un clin d'œil. Soudain résumé pour chacun d'entre nous, en 9 mois de gestation, en un tourbillon qui me donne même le vertige, ce chef-d'œuvre contingent, patient et risqué, demanda des milliards d'années d'essais, d'erreurs et de morts, plus cette gestation rapide et réussie pour durer seulement quelques décennies et se perpétuer en procréant et se différenciant. Un tel rapport mesure à la fois notre force longue et notre fragilité foudroyante. La vie quasi éphémère de ce géant, par rapport à la longévité interminable de ces cellules naines constituantes, permet d'estimer
l'équilibre stable-instable de cette turbulence vertigineuse qu'est mon organisme. 3 ans ou 72, ma petite fille et moi, quelle brève jeunesse par rapport à la vieillesse énorme de cette combinaison. Qui suis-je? Un vieillard nouveau-né, dont l'ivresse de vitesse monte au comble lorsque, comptant ce temps gigantesque compressé dans le sein de ma mère, nous nous mettons tout à coup, quelques-uns et moi, à l'exploiter dans les champs agricoles ou en laboratoire de biotechnologie, en faisant varier ces bifurcations, ici de sélection et là de mutation. Qui suis-je? Je synchronise 3 temps: l'évolution, l'embryogénèse, les biotechnologies. Qui sommes-nous? Des vieillards nouveau-nés, actifs et pensants. Qui sommes-nous encore? Des vivants historiques pour qui, aujourd'hui, le temps gigantesque de l'évolution rattrape ce matin le temps de notre histoire. Lorsque les anciens écrivaient des sénectutés de la vieillesse, ou qu'un bavard vaniteux au siècle passé rimaillait sur l'art d'être grand-père, il ne regrettait ou chantait que le temps rapide et superficiel inscrit sur les registres de village et rythmé par les tremblements de leurs membres. De plus, à évaluer l'espérance de vie antique autant que récente, leur compte s'arrêtait vite, de brievitate vitae, de la brièveté de la vie. Or, ma vie individuelle n'ajoute que de courtes décennies à la formidable ancienneté des organes, des cellules, des atomes, qui constituent mon corps aussi bien que celui de ma petite fille, de son père et de tous les vivants autour d'eux, les veaux, les vaches, l'orge et l'herbe des champs. La longueur de ces existences dure à peine un clin d'œil par rapport à celle de la vie dont le flot nous traverse tous et qui, en moi, brille et brûle. Des senectute vitae, de la vieillesse de la vie. Voilà donc une vieillesse vraie, commune aux mourants et aux nouveau-nés, aux petites filles et aux mères grands, aux voisins, aux amis, aux ennemis, aux humains, aux bêtes, aux algues, tous porteurs d'un ADN, tous égaux en temps, à 2 fractions près, l'une minime, leur âge individuel, l'autre à peine plus grande, l'intervalle vécu depuis que leur espèce apparut. Je ne compte point la pensée, les émotions, les cultures ni l'histoire, étroites et foudroyantes. Ainsi, nous alignons-nous tous ensemble sur un autre escalier où nous dispersons-nous sur le tronc et les branches des arbres que dessinèrent à l'envi les naturalistes depuis quelques siècles et que Darwin dynamisa. Cette durée différenciée l'emporte sur la brièveté de nos âges. Ce corbeau commun qui traverse de gauche à droite le terre-plein de la ferme aux alpages, cet alligator des bayous de Louisiane, sans parler du sélacanthe rare dans nos mers, me précède d'assez loin par les bifurcations de l'arbre aux espèces où leurs fontaines fusent depuis plus longtemps que la mienne. Cette vieille intuition fit croire autrefois que seuls les vivants se réservaient le temps, alors que nous ne savions pas encore que l'inerte coulait tout autant. Mais cette différence d'âge entre les genres ne rompt qu'un peu cette vieillesse universelle qui me rend à peu près également contemporain de tous les vivants
et en particulier de mes cousins mammifères, de Lucie et d'Homère, mais aussi de ma petite fille. De senectute omnium vivorum, de la vieillesse de tous les vivants. Nouvelle, tout autant que de toujours, cette égalité temporaire au moins statistique de tous les vivants par rapport au temps vaut bien ce matin une déclaration solennelle. Auprès de cette vieillesse commune de la vie qui en nous brille et brûle, la mienne individuelle et celle de notre histoire forment une bien mince marge. Les petites différences dont nous cuisons le pain de nos haines quotidiennes, de nos mépris charnels et de nos petits savoirs, s'amenuisent à cette vision dans une durée à peine perceptible. Les influences historiques, poussées par certains jusqu'au déterminisme, pèsent peu auprès des causes immensément longues qui formèrent tel ou tel neurone dont l'excitation concourt ce matin à ma perception ou à mon émotion. Les conditions de l'histoire, plus celles de la diversité culturelle ou individuelle, rapetissent soudain à mes yeux à des différentiels évanouissantes. Nous voilà presque tous presque aussi vieux que le monde. Récents et rigoureux, les contretemps que je viens d'évoquer ramène-t-il aujourd'hui pour la philosophie une nature, au sens étymologique du mot nature, je veux dire au sens où nous sommes nés, voici des centaines de millions d'années. Nous voici tous immergés dans une même lise. Cette identique ancienneté rend nos différences culturelles marginales et d'une infime minceur. Cette égalité naturelle vaut bien ce matin une déclaration universelle. J'ai dit que la perception de l'espace s'effaçait devant celle du temps. Mais je n'ai parlé du temps que selon sa longueur. Quoi au sujet de l'instant? Qui suis-je là, maintenant, dans l'instant? Maintenant, ce que je tiens du temps à la main. Maintenant. Ce que je tiens, c'est à peine une gifle de vent, à peine une lueur, à peine un son perçu. Petite perception à peine analysée, mais que je peux démultiplier en autant de nano-instants que l'immensité dont je viens de parler se décompose en siècles. Comme d'une corde d'abondance, l'innombrable jaillit de l'instant. Par exemple, le ventre d'une femme enceinte connaît 1 million de réactions biochimiques à la seconde. Et pendant que je prononce cette phrase, mon organisme en a produit plus encore. Et donc, célébré par les moralistes antiques ou perpétué par nos perroquets, ce moment où je parle et qui fuit loin de moi suffit à la matière, à la vie, à la pensée même, pour créer des bouquets de 1000 particules, pour multiplier autant de cellules ou les tuer par apoptose, ou pour concevoir des systèmes déployés de physique ou de métaphysique. L'instant dépend de l'échelle. Que Gargantua éternue et des millions de péripéties lilliputiennes se déploient sur le petit théâtre de ses postillons. Nous ne comprenons rien au ciel, à la terre, à la vie, à nous-mêmes enfin, qui suis-je,
si nous radotons encore sur le temps de l'histoire si bref et ce moment présent dont je viens de découvrir qu'il est interminable. Notre compréhension du temps, comme celle de l'espace, dépend donc tout à coup de changements d'échelle. Deux infinis de grandeur et de petitesse se terrent dans la durée. Bloqué, perché, serré, sur les étroites marches du petit balcon dont je parlais en commençant, nous croyons qu'il existait çà et là des rigoles de temps parmi un espace où elles s'ensemençaient. Assis, adossés à une roche, nous voyons le Colorado couler au creux d'un canyon. Non, ces gorges coulent autant que la rivière, et les poissons de la rivière coulent autant que la rivière, et les minces rivières élémentaires dans les poissons coulent autant que les poissons, et à l'intérieur de ces rivières élémentaires, les éléments de ce flux coulent encore autant que lui. Nous devons donc imaginer un vivant dont le cœur battrait assez lentement pour percevoir cette arête de montagne comme une vague géante dont les roches éboulées figureraient des gouttelettes d'eau de mer ruisselant sur son flanc, et un autre vivant dont le souffle rapide lui permettrait de vivre en un éclair des mondes naissants puis écroulés. Deux infinis de temps, comme Pascal disait qu'il y avait deux infinis de l'espace. Tout coule. Cette parole initiatrice d'Héraclite, nous ne l'avions jamais vraiment crue. Nous pensions qu'il existait toujours des rigoles de temps dans un espace stable. Toujours aveuglés, ne croyez pas vos yeux. Naguère et hier matin nous voyions de l'espace, désormais ne regardez que du temps. Cette délivrance neuve, ce changement de perception, ce changement de vision des choses dont je voudrais que vous soyez les porteurs au sortir de cet amphithéâtre, cette transformation de votre regard, cette délivrance hors de la prison, du petit balcon où nous et notre philosophie nous tenaient bloqués, va compléter étrangement ce matin la sortie platonicienne de la vieille caverne d'espace. Jadis, chez les philosophes grecs, le prisonnier délivré n'ajoutait à ses perceptions qu'une troisième dimension qui approfondissait les images plates qu'il percevait au fond de la grotte. Nous venons de gagner, quant à nous, des milliers, des millions, des milliards d'échelons au long de la durée irréversible universelle. Plus encore, à l'angoisse pascalienne devant le silence infini des étendues cosmiques, succède l'émerveillement de nous qui surnageons désormais corps et âme dans une durée à prolifération presque infinie de rythmes et de longueurs qui défient l'intuition, aussi bien pour la formation longue des choses et de moi que dans la brièveté du moment. Application. J'avoue, puisqu'il s'agit de parler de moi, que de naissance, je suis plutôt tout ouïe. J'apprécie les sons et les rythmes, je m'émeus profondément des inflexions et des appoggiatures de la musique. À l'inverse, j'ai dû éduquer ma vue à une nature musicale, une mince culture, la mienne, ajouta la peinture. La peinture
et les fleurs. Tout alentour de la ferme, je reviens devant la ferme, la prairie d'alpage à cette fin de printemps éclate d'écarlate, d'orange, de jaune et de bleu. Les lys martagons, les soldanelles, les ancolies, les anémones et les gentianes détaillent les teintes du spectre parmi l'herbe verte. Contemplative longtemps devant cet éblouissement, ma vue et ma tête se constellent de pixels. Mieux, mon corps s'en repaît, comme s'il s'en nourrissait comblé. Le plaisir de la musique nous ramène à des millions d'années en arrière, lorsque nos ancêtres se hélaient par complainte et nous entraînent même hors de notre espèce vers les mésanges aux phrases complexes et les colibris inventeurs de mélodies. En ce temps d'avant l'histoire, certains vivants des gens émettaient et recevaient du sens avant qu'advienne le discours. Le bouquet des couleurs me comble de manière encore plus originaire en remontant vers les ères milliardaires où les premiers vivants, les bactéries ou les algues, apparurent violettes, rouges, orangées et se nourrirent en buvant la clarté par le filtre des couleurs. La vie et ses matières se nourrissaient de lumière. Ma vision s'en rassasie comme elle. De quand datent les neurones plus récents qui forment le centre dans mon cerveau du traitement de ces mêmes couleurs, enfouis dans une partie que les spécialistes nomment le complexe V4 gyrus fusiforme, commun aux singes rhésus et à nous autres humains. Les mammifères, les vertébrés, les oiseaux en jouissent, ainsi que certains insectes, puisque Karl von Frisch a découvert quelle teinte hors de notre spectre voyaient les abeilles. Luxueusement déployés du rouge au violet, les prés chamarrés autour de la ferme me donnent des jouissances charnelles issues d'une durée dont Darwin lui-même ne concevait pas la longueur. Ébloui jusqu'au vertige par cette plongée verticale, mon plaisir sensuel me ramène à des centaines de millions d'années en arrière. En comparaison, les goûts et les odeurs ne donnaient à Marcel Proust que des souvenirs d'un temps récent. On vous a enseigné que les sens ouvrent votre corps sur le monde. Certes. Mais ils font mieux encore, ils vous font descendre dans une durée immémoriale. Jusqu'à maintenant, j'ai tenté de vous faire sentir la longueur des temps qui nous ont formés. Qui suis-je? Je porte en moi cette longueur du temps. Je porte en moi cette vieillesse du monde. Mais qui peut concevoir maintenant cette durée des centaines de millions d'années? Qui peut concevoir des milliards d'années, 4 milliards pour la Terre, 3 milliards pour le vivant, 13 pour l'univers? Suis-je capable de comprendre une telle intuition? Puis-je accéder à l'intuition de cette longueur? Je voudrais essayer de faire comprendre ce matin à vous tous que nous confondons le plus souvent
la mesure du temps et sa nature. Jusqu'à maintenant, mon discours a été, disons, superficiel. Vous avez pensé que je vous parlais du temps, je ne vous parlais que de sa mesure. J'ai parlé d'années, de siècles, de millénaires, de milliards d'années. Mais dire année, dire million, dire milliard, ce n'est qu'énoncer des chiffres ou des nombres. Ce n'est finalement que mesurer du temps. Ce n'est pas parler du temps. Ainsi mesurons-nous le temps par des rythmes. Le rythme circadien, le rythme annuel, le rythme séculaire, le rythme millénaire. Nous avons récemment changé de millénaire. Nous mesurons du temps par des rythmes, par des retours, par des périodes. Par des rythmes, par des retours, par des périodes. Qu'est-ce qu'un rythme? Qu'est-ce que ce retour? Qu'est-ce que cette période? Voici le coucher du soleil. Qu'ai-je fait de ce jour? Le début de l'année prochaine va renouer avec la fin de celle-ci. Qu'ai-je fait cette année? Ai-je rempli ce temps intermédiaire entre ces 2 1er janvier, entre l'aube et le crépuscule? À la mort de cette femme, l'ai-je assez aimée? Quand la dernière signature achève l'œuvre, au retour vers mon pays natal où la ferme dont je parlais s'écroule déjà parce que l'agriculture est terminée, que s'est-il passé dans cet intervalle? Aux fêtes conjointes du siècle et du millénaire, que s'est-il passé dans cet intervalle? Lorsque nous tenons le chef d'orchestre pour celui qui bat le temps, nous ne voyons que sa baguette, et nous la voyons descendre à chaque moment du rythme, et nous pensons qu'il s'agit là du temps. Non, il ne s'agit que de sa mesure. Et d'une certaine manière, l'emploi du temps va écourter la vie. Je ne pense qu'à l'abaissement de la baguette du chef d'orchestre, je ne pense qu'au 1er janvier, je ne pense qu'au retour du dimanche, je ne pense qu'à l'obligation à 8 heures de reprendre mon cours, je ne pense qu'à l'emploi du temps, je ne pense plus au temps. La mesure du temps n'est pas le processuel de sa nature. Lorsque je pense, moi, avec ma tête, lorsque je pense avec mes neurones, lorsque je réfléchis au temps, la perception dont j'ai parlé jusqu'à maintenant n'habitait que le rythme de la lumière circadienne et ma mémoire dont je parlais, celle de l'historien, celle du physicien, celle du géophysicien, celle de l'astronome. Cette perception n'habitait que l'an, l'année, le siècle, le millénaire. Et donc, il faut que ma connaissance s'installe désormais dans l'équilibre métabolique de la nutrition, dans les travaux agraires du croisement des espèces. Je vais tenter de penser avec mon corps, non plus avec ma tête rythmée par cette mesure intellectuelle, mais avec mon corps. Et désormais, cette ferme où je reviens ce matin et dont je vois que la représentation que j'en ai faite jusqu'à maintenant n'était que dans mon souvenir, car l'agriculture vient de se terminer et que cette ferme est désormais en ruine, je vois que les décombres de cette ferme s'harmonisent soudain avec les ruines du Forum de Rome, au temple d'Ancor et de Karnak, ou aux fouilles de cette Sumer qui se leva dès l'aube agricole. Car
Les rythmes divers dont je parle ne disent rien de ce qui s'est passé dans l'intervalle, mais étalent seulement des unités de rythme et des périodes dont je n'ai rien dit. Vous souvenez-vous d'une nouvelle de Georges-Louis Borges qui raconte qu'un sage philosophe, emprisonné par un tyran, se souvient qu'il est dit que la sagesse sera délivrée dès lors qu'elle aura décodé l'écriture de Dieu. Or, sa prison se divise en deux et donne par une lucarne grillagée dans une prison voisine où rôde un jaguar. Et soudain, le sage pense que Dieu a écrit sur la robe du jaguar. Et il passe toute sa vie à tenter de lire l'écriture que Dieu a laissée sur le pelage du fauve. Cette histoire est bien datée, car Borges ne remonte pas très loin dans la durée. Car sur les poils de la fourrure, à la surface du génotype de l'organisme du mammifère, il ne s'enfonce pas profondément ni dans la vie ni dans le temps. Il lit avec son cerveau ou avec ses neurones et il ne remonte qu'à la formation de cette espèce. Il décode la robe ocellée du carnivore par corps. Alors je devine le nom de ce sage. Il s'appelle Darwin, qui le premier déchiffra les énigmes écrites sur la chair et les os des animaux ou l'expression de leurs émotions. Or, en deçà de la sélection qui donna au jaguar sa parure spéciale, nous savons maintenant que l'écriture du Dieu se cache plus avant dans les profondeurs repliées du génome dont nous savons depuis quelque temps lire enfin la portée. Au-delà de la perception traitée par le cerveau présent et adaptatif au rythme du temps, au-delà de la pensée issue du corps qui reçoit le monde peau à peau, nous commençons à penser avec nos chromosomes et pouvons prendre comme sonde temporelle les rubans pliés de l'ADN. Humains pour un pourcentage très léger, les gènes qui se pressent dans nos poches nucléaires accumulent ceux du chimpanzé, du porc, du jaguar précisément, plus ceux des oiseaux, des reptiles, des poissons et des mollusques, bref, des métazoaires et plus loin encore des monocellulaires. Par cette liste qui gît dans le noyau de nos cellules, nous entrons dans les arcanes du temps long et remontons l'évolution jusqu'à la naissance du premier prokaryote, voici plus de 3 milliards d'années. Mais 3 milliards d'années, que veut dire ce rythme dérisoire? Que veut dire ce rythme de mesure, puisqu'il n'est encore qu'un rythme périodique du temps? Inefficace par sa brièveté, l'année, inutile parce qu'elle mesure un rythme, c'est-à-dire une périodicité. Or, et voici la nouvelle, or la sonde temporelle dont je parle maintenant ne désigne pas une mesure. Elle laisse le rythme parce que l'ADN est un cristal apériodique, arythmique, sans rythme. Au moyen d'un alphabet simplifié à l'extrême, 4 lettres, les rubans d'ADN développent un message long où non seulement aucune période, aucun rythme ne se montre, mais où entrent même 1000 segments dénués de sens et d'utilité aujourd'hui manifestes. Et tout à coup,
je quitte en effet la mesure et tout à coup, je quitte en effet le rythme pour parler de la périodicité, de la rythmicité. Il n'y a pas de rythme là, il n'y a pas de période là. Il semble alors qu'essentiel à la vie, cette apériodicité implique plusieurs des propriétés de la vie. Avec un alphabet d'un peu plus de 25 lettres, j'ai rédigé ce matin un texte qui ne ressemble à nul autre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit précisément d'une combinaison apériodique de lettres. Cette combinaison apériodique spécifie donc chaque texte que vous portez en vous, que je porte en moi, et combine en un entrelac unique l'originalité de la vie, certes, l'originalité de notre espèce, certes, et l'originalité de moi, individu. Qui suis-je ? Un texte inimitable. Inversement, s'il s'agissait d'une période, d'une réversibilité, d'un rythme ou d'une symétrie, on contracterait la durée en effaçant par la fin son commencement. D'une certaine manière, la stabilité consiste, la rythmicité, consiste à supprimer le temps, dont la périodicité, au contraire, lance un commencement. Nous voilà tous ensemble lancés par cette arythmie dans l'aventure du temps. Et comme nous n'avons le plus souvent rapport au temps que par des réversibilités comme l'année, la période, comme la seconde, l'heure, le jour et l'emploi du temps, nous ignorons la nature profonde du temps. Mais tout à coup, voyant que cette apériodicité lance des individus originaux et des espèces originales, je vois tout à coup la liaison profonde entre la durée et l'individuation. Qui suis-je ? Un temps particulier, une apériodicité particulière. Mais cette apériodicité est lancée dans des rythmes, dans des périodes, dans des journées, dans des secondes, dans des années et dans des siècles. Au XVIIe siècle, Leibniz racontait une histoire fondamentale. Il disait que Dieu avait comme nous deux facultés, la volonté et l'entendement. Et dans son entendement, curieux organe, l'entendement de Dieu, Leibniz observait, d'où observait-il son miracle, Leibniz observait qu'il y avait dans l'entendement de Dieu une infinité d'éléments qu'il appelait les possibles. Et la pensée de Dieu consistait à combiner infiniment cette infinité de possibles. Et chaque combinaison, disait-il, formait un monde. Et donc l'entendement de Dieu, tout d'un coup, avait devant lui un éventail infini de mondes possibles. Et la deuxième faculté, la volonté, consistait à choisir dans l'infinité étalée devant lui des mondes possibles, le meilleur des mondes, celui dans lequel nous vivons. Cela était la théorie leibnizienne de la création du monde. Ce qu'il faut retenir de cette pensée originelle, c'est l'idée de la combinatoire. Si nous avons devant nous des éléments, par exemple 10, 100, 1000, des millions, et si nous les combinons,
la probabilité pour que cette combinaison ressemble à la précédente tombe presque à zéro. Et par conséquent, tout d'un coup, nous nous apercevons que le secret de l'individuation, l'originalité de qui je suis, l'originalité de qui vous êtes, et le secret du fait que ces individus sont lancés dans un temps irréversible tient à la combinatoire. D'une certaine manière, Leibniz a trouvé, et la science aujourd'hui confirme, que de la combinatoire naît à la fois l'individu et le temps. Je me résume. Si je pense avec mon cerveau, je peux clignoter à des rythmes rapides. Si je pense avec mon corps, celui-ci les ralentit. Mais dans les deux cas, je le fais toujours à l'intérieur de périodes et ne puis atteindre du temps que sa mesure, comme dans la plupart des sciences et, il faut bien le dire, la plupart des philosophies. Toutes ces mesures, toutes ces périodes, tous ces rythmes restent réversibles, indépendants du sens et invariantes si on les prend dans l'autre sens. Mais si je pense selon les chromosomes, les gènes et l'ADN, je découvre non pas un chronomètre, cet outil servira encore à une métrique du temps, mais une bonne sonde par laquelle je pénètre dans la nature même du temps et dans son irréversibilité. Alors, je découvre un secret étrange, et peut-être la question que je me pose depuis le début de ce cours, qui suis-je? Je suis précisément cette combinaison unique, cette irréversibilité originale, cet individu, et le secret de cette individuation et de ce lancement dans le temps, c'est précisément la combinaison d'éléments. Composé donc de corps et d'éléments germinatifs, moi vivant, j'associe dans ma vie des rythmes phénotypiques, métaboliques, organiques, qui mesurent le temps, je suis dans le rythme du temps, et des combinaisons apériodiques pliées, entassées, qui, au fond de moi et de mon génome, cachent la nature du temps. Mon phénotype est dans le temps rythmé, mon génotype est la banque du temps irréversible. Qu'est-ce donc que la vie? Qu'est-ce donc que moi vivant? L'association étrange d'une banque universelle de temps et de diverses réversibilités qui, en moi, en dépensent la petite monnaie. Mon cœur, mon cerveau, mes organes, mes rythmes dépensent la petite monnaie de la banque universelle de temps qui gît au fond de mes cellules. Par éclat et occultation, l'institut d'émission, microscopique mais colossal, lance dans le visible de l'espace dont j'ai parlé tout à l'heure, ces masses étranges qui brûlent un temps que leurs rythmes divers brûlent et détruisent, pendant qu'au fond de cette masse le garde jalousement la même banque, reproduite en plis denses et passant de rythme en rythme silencieusement. Tout se passe comme si la nature du temps produisait ces rythmes, donc sa mesure, donc son annulation. Par ce processus étrange, mon existence entre dans une poche étranglée où ma naissance et ma mort, ma famille, ma ville, mon histoire, l'ère millénaire, l'espèce millionnaire, se succèdent dans l'apparence d'un éclair presque infiniment bref.
ce que nous prenons pour du temps, l'heure de travail, les années de formation, la vie fugitive et ses tendresses sans espoir, les siècles courts et les civilisations rapides, toute période où s'inventent, fleurissent et meurent certains états de choses, se réduisent à des apparitions dans l'espace de quelques équilibres symétriques brefs, de quelques fulgurantes réversibilités. Oui, la vie quitte soudain. Pourquoi le saurons-nous jamais, mais par amour parfois, la séquence cachée où se love le temps et en lance un avatar dans la chute mortelle de l'entropie. Alors, des battements circulaires, des périodes, des mesures, des cycles freinent autant que possible la descente vers le pur désordonné de l'entropie. Ainsi, des chapelets de tourbillons reviennent sur eux-mêmes, des formes presque stables à travers le courant du torrent, derrière la pile d'un pont, comme si l'eau qui nous entraînait différait son cours, comme si cette turbulence ajournait l'inévitable. Ainsi, chez Lucrèce, le clinamen apparaît dans la pluie atomique, y engendre des rythmes qui chutent, mais moins vite que les atomes. Ces spirales, nous, nos organismes, la mesure du temps, les rythmes de la musique, retardent la mort. Le temps de la vie, celui qui s'oublie dans l'intervalle des retours et des cycles, ralentit, enraie, empêche, freine, décélère, écarte la débâcle d'entropie. Nous piétinons, nous atermoyons, nous demandons du délai. Que faisons-nous? Nous zigzagons comme une balle qui frappe tour à tour deux murs qui se font face. 2 jours, 2 ans, 2 milliards d'années, rythme, période. 2 battements de cœur ou de cils, cette longue désescalade vers la vallée, agrippée tour à tour à des prises de main et de pied, comme si ma vie donnait un appui alterné sur un dièdre à 2 faces, ces rythmes qui me permettent de différer, de dévisser. Cet étranglement rythmé retarde ma mort. Ainsi, l'emploi du temps allonge la vie. Qui suis-je? Qu'est ma vie? Une mesure, plusieurs mesures en rythme, émanées d'un puits toujours présent, d'où un allaitement apériodique et privé de tout sens émane. Qu'est-ce que la vie? Un texte sensé, formé de livres, de phrases et de mots, qui commencent et finissent, mais qui se construisent tous les trois à partir d'un alphabet jeté en désordre dans ce puits profond, dans cette banque de temps. Oui, je ne suis que ces phrases que vous avez entendues ce matin et que vous oublierez bientôt. Je ne suis que cette pensée qui m'a pris au retour de mon pays devant ma ferme et qui me quittera bientôt également. Qu'est-ce que notre vie, cette musique rare qui va bientôt vers le silence, mais qui se lève soudain, irrésistible, magnifique, au-dessus du bruit de fond irrépressible. Je vous remercie. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions ou réagir à ce cours?
vous avez parlé du temps avec une grande poésie et un grand savoir, mais ça soulève le problème de la vérité. Puisque au départ est posé le problème, qu'est-ce que le moi? Or, est-ce que ce qui est vrai, est-ce que c'est ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ou est-ce qui est vrai, c'est ce que nous font découvrir, et de plus en plus, par exemple, la science? Par exemple? Par exemple, la science ou sa propre expérience. Autrement dit, est-ce qu'à la racine du moi, il n'y a pas avant tout l'affectif? Par exemple, si nous reprenons tout ce que vous avez dit sur le temps, toutes ces connaissances sont d'ailleurs souvent récentes et de toute façon sont fonction de notre savoir ou de notre manque de savoir. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est comment soi-même on l'agence, on le ressent. Et on peut se demander alors à ce moment-là, et vous avez bien parlé de l'instant à un moment donné, l'instant ponctuel, on peut se demander si finalement le moi, à la suite de votre réflexion, est-ce que le moi ne peut être défini vraiment que dans le moment, dans l'instant? Et ce moi, bien sûr, il y a des mois qui précèdent, il y a des mois qui suivent, mais ce moi de l'instant est finalement le moi le plus important, en tout cas le moi que nous ressentons, que nous éprouvons, qui est notre pensée en fait du moment. Vous avez posé 3 questions, la question de la vérité, la question du moment et la question de l'affectif. La réponse que j'ai donnée aujourd'hui à la question « Qu'est-ce que le moi ?» est une réponse qui essaie de bâtir autour de la réponse elle-même le cadre temporel. Et j'ai bâti ce cadre temporel compte tenu de toutes nos ignorances concernant le temps. Lorsqu'on parle du temps, eh bien c'est très simple, nous ne savons pas ce que c'est. Et j'ai tenté de construire un cadre où le temps était considéré 2 fois, d'abord sur sa, attention, sur sa vraie longueur, j'insiste bien, sur la vérité de sa longueur, d'une part, et d'autre part, sur la vérité de sa nature. Car le plus souvent, nous errons sur les 2 points, et sur sa longueur et sur sa nature. Nous ne savons la vérité, je reviendrai sur la vérité, nous ne savons la vérité sur la longueur du temps que depuis quelques décennies, et nous savons la vérité sur la longueur de l'instant ou le puits de l'instant que depuis également quelques décennies. Donc, j'ai essayé de monter ce cadre-là et de dire le moi n'est pas ce qu'on croit compte tenu de ce temps-là. Par conséquent, le moi instantané n'est pas forcément celui dont nous avons immédiatement conscience, puisque les petites perceptions brèves sont tellement fugitives qu'il est extrêmement difficile de les analyser, mais nous avons une autre manière de les considérer, à dire c'est simple, cela dépend de l'échelle, et j'ai donné des exemples sur l'instant suffisamment instructifs. Par exemple, le ventre d'une femme enceinte produit 10 puissance 6 réactions chimiques à la seconde. Lorsque, pendant l'instant où votre blessure se cicatrise, enfin, où le sang coagule, il faudrait probablement entre 5 et 6 heures pour aligner toutes les équations biochimiques qui se passent dans cet instant-là. Donc, l'instant réellement dépend de l'échelle. Alors, voici pour le temps, voici pour le cadre, et ceci n'est pas connu, et donc j'ai tenu à le dire parce que ce n'est pas répétitif par rapport au savoir dont nous disposons aujourd'hui sur le moi. Du coup, le problème de l'affectivité se pose tout autrement que nous le croyions auparavant. C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple sur la sensation,
il vient de paraître, par exemple, un livre qui explique que la couleur, c'est historique. Eh bien, il est bien clair que les problèmes de couleur se posent non pas à l'échelon de l'histoire, mais à l'échelon de l'évolution, et non seulement à l'échelon de l'évolution, mais à l'échelon même de l'origine même chimique du vivant. La couleur a une importance absolument fondamentale dans la nutrition des plantes et des algues dès le début du vivant, voici 4 milliards d'années. Donc tout ce qui est de la perception ou de la sensation doit se remettre dans le cadre de cette longueur temporelle. Et par conséquent, quand on parle de notre affectivité, on en parle en général sur l'échelle de notre vie ou de nos souvenirs, ou sur l'échelle de notre culture, c'est-à-dire de nos souvenirs collectifs. Attention, il y a dans notre organisme un certain nombre d'éléments qui supportent notre affectivité et dont la date dépasse de loin à la fois notre propre mémoire, notre propre oubli et l'histoire même de notre culture et voire même notre espèce. Donc du coup, l'affectivité doit être revue à cette échelle. Et pour finir, je traite de la vérité, qui est le troisième point sur lequel vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que la vérité ? Je ne sais pas vraiment la définir. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis, disons, un demi-siècle, peut-être un peu plus d'un demi-siècle, le savoir, tel qu'il se présente dans ce qu'on pourrait appeler l'encyclopédie, est tellement divers que personne n'y voit goutte. C'est-à-dire on ne voit pas très bien à quel point de la recherche se trouve telle discipline ou telle autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un point sur lequel tout le savoir a fait un seul geste et un seul et même geste depuis 50 à 60 ans. Un seul et même geste. Toutes les sciences, tous les savoirs aujourd'hui datent leurs objets. C'est-à-dire l'astronomie date les planètes et les étoiles, la cosmologie date l'origine de l'univers, la physique date le plomb et l'uranium, la biologie sait dater non seulement les maladies mais les microbes, sait dater les bactéries, sait dater les espèces, etc. Par conséquent, nous datons la planète, nous connaissons la date, nous savons dater la disparition de certaines espèces, et ainsi de suite. Par conséquent, la datation est le progrès global, celui qui donne une accolade dans notre savoir depuis un demi-siècle. Bien. Dès lors, ça valait la peine de parler du temps. Ça valait la peine de parler du temps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire vrai sur les datations. Enfin, vrai. Compte tenu que demain, telle et telle discipline reviendra sur ses résultats et les corrigera de tel et tel point. De sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons raconter quelque chose. C'est-à-dire, il y a des philosophes, je pense, qui disent que la postmodernité, comme ils l'appellent, c'est la disparition du grand récit. Ils n'ont vraiment pas de chance. Jamais depuis l'origine de l'écriture, on n'a raconté un grand récit aussi long, aussi complet, embrassant à la fois l'origine de l'univers, l'origine de la planète, l'origine de la vie, l'origine des espèces, etc., l'origine de l'homme. Jamais on a eu un si grand récit. Probablement vrai. Probablement vrai. Enfin, vrai compte tenu des progrès ou des rectifications que chaque discipline peut faire sur son propre segment de récit. Mais ce récit, en gros, est en place. Et je l'appellerai volontiers le grand récit. Et ce grand récit, je ne voulais pas raconter, mais je voulais raconter en fait. C'est-à-dire, il y avait le soleil derrière la montagne, et la montagne derrière la ferme, et la ferme derrière, etc. Oui. Donc ce grand récit vient vers moi, et qui je suis moi ? Je suis à la fois celui qui voit le grand récit, probablement vrai, celui dont l'affectivité a été formée du grand récit, et qui est le grand récit derrière moi, dont je suis moi-même le produit contingent, le produit hasardeux, le produit de rencontre, mais en me retournant, d'une certaine manière, le produit confluent. Et donc, quand Roland Cher m'a demandé de parler du moi, j'ai tenté d'en parler en homme de 2002, sans répéter
ce qu'on dit du moi généralement et en disant, voyons, qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons ce jour, qu'est-ce qu'on peut dire du moi? Alors j'en ai parlé la dernière fois, compte tenu d'une espèce, vous vous rappelez de ce que j'ai dit, une espèce de tension entre une carte d'identité transparente et une carte complètement mêlée, vous vous rappelez hein, et là, j'en ai parlé du point de vue de la nouvelle temporalité, c'est-à-dire en le plongeant dans ce qu'on peut appeler le grand récit. Voilà pour ce qui concerne à la fois l'affectivité, la vérité et l'instant, c'est-à-dire les trois questions que vous m'avez posées. Madame ? Oui, merci de cette... Attendez, je voudrais répondre à monsieur sur un point que j'ai oublié. Ce point est quelque chose dont je suis victime, c'est pour ça que je voudrais en reparler. Pardonnez-moi, je suis victime généralement d'une accusation assez grave. On dit toujours que je parle poétiquement. Et c'est une accusation dure par les temps qui courent, parce que c'est très très mal vu, n'est-ce pas? Quand on dit vous êtes un poète, ça veut dire que vous n'êtes pas un philosophe, vous n'êtes pas un savant, etc. Non, je ne parle pas poétiquement. J'utilise le langage. Vous savez, on n'utilise plus le langage. Vous l'avez remarqué. C'est-à-dire, les gens ne font que se référer à une langue toute faite. On parle mathématiques, ou on parle biochimie, ou on parle administration, ou on parle... Bref, il n'y a de par le monde actuellement que des langues de bois. Qui ne parle pas la langue de bois passe pour poète. Je ne parle pas la langue de bois. Aucune langue de bois. N'est-ce pas? Je ne parlerai jamais... Madame, excusez-moi de vous avoir délayé. Non, je sais pas. Moi, je ne considère pas comme une injure la poésie. Enfin, peut-être que vous reconnaîtrez de loin cette collection, mais il m'a semblé qu'il y avait comme presque une proposition religieuse dans ce que vous venez de dire. Alors, ça va se formuler pendant que je le dis, mais... religieuse, donc au sens étymologique du terme, que vous avez souvent rappelé, qui relie les êtres les uns aux autres, et puis religieuse au sens plus courant du terme, qui serait comme une forme de consolation, mais plutôt tournée vers le passé. Enfin, et là, vous venez de rappeler ce grand récit, enfin, cette possibilité de s'inscrire dans un grand récit, plutôt que dans un avenir. Enfin, il m'a semblé à un moment donné que cette déclaration solennelle, cette déclaration universelle était presque comme une proposition de religion, peut-être sans Dieu, mais donnant un sens, en tout cas, de religion dans ce qui peut donner un sens à ce misérable moi qui nous fait souffrir, souvent. Cette question est profonde et embarrassante pour moi. Alors je vais essayer d'y répondre. Si vous entendez par religion ce qui relie, mon but en effet a été de relier à la fois diverses disciplines du savoir contemporain, reliées ensemble, oui, une certaine manière de considérer le destin de l'homme, une certaine manière de parler de l'aventure des individus, et bref, de donner un sens. Et si la philosophie ne donne pas du sens, elle ne vaut pas une heure de peine. Deuxièmement, il y avait aussi dans mon discours une philosophie de la nature. Cette philosophie qui est délaissée depuis déjà 1 à 2 siècles. C'est-à-dire une vision assez globale de la direction du temps et de son accomplissement actuel.
Mais je voudrais vous dire de la religion un autre mot. Vous savez sans doute que les linguistes ou les philologues hésitent entre deux étymologies du terme religion. La première, c'est ce qui relie ou des éléments entre eux, ou plutôt des hommes entre eux, formant ainsi une église, une ecclésia, une communauté. Et ça, si vous voulez, c'est une étymologie presque sociologique du mot religion, c'est-à-dire ceux qui collent les individus ensemble, collent dans son collectif. Et il y a une deuxième étymologie qu'on a proposée aussi, qui ne dit pas que religion relie, mais que religion relie au sens de relire, et non pas au sens de relier. Qui est religieux? C'est celui qui, lisant indéfiniment le même texte, alors ça, c'est applicable pour les religions du livre, type monothéisme, juif, chrétien ou musulman, relisent indéfiniment un texte pour lui donner une interprétation toujours actualisée. Ce serait ça une religion. Vous savez sans doute que les philologues hésitent entre les deux et n'ont pas vraiment décidé. Et moi, je vous propose la mienne, qui consiste à dire nous pouvons regarder les religions du point de vue de ceux qui les nient, de ceux qui n'en veulent pas. Et vous savez sans doute qu'en latin, le terme nier, c'est le terme negare. Et si vous enlevez à religion le préfixe re, qui veut dire ou relire ou relier, et si vous gardez sa racine ligue, n'est-ce pas, vous apercevez que si vous ajoutez negare devant, vous tomberez sur l'adjectif négligent. Celui qui tourne les dos aux religions est simplement coupable de négligence. C'est un petit peu difficile d'intervenir après toutes ces informations et toutes ces précisions qui sont à la fois d'ordre de connaissances théoriques de notre histoire culturelle, humaine, ou occidentale, entre autres par exemple. Mais moi, je voudrais donner ma réaction à la fois affective et intellectuelle au texte que nous avez proposé, car d'ailleurs c'est déjà aussi un texte. Et vous avez émaillé votre propos d'information scientifique que tout le monde ne peut peut-être pas assimiler, mais qui était quand même présenté d'une manière pas uniquement poétique, mais informative. Mais vous avez aussi fait de multiples références, ou émaillages, ou mosaïques, à des positions philosophiques. Et j'ai vu passer Leibniz, Pascal, Fontenelle était le premier. Et puis finalement, je vous donne simplement mon sentiment et ma perception, j'ai surtout aussi vu passer Lucrèce. Et je comprends moins maintenant votre précision et votre engagement sur cette position de l'indifférence, car auquel cas, je vous poserai la question suivante. Est-ce que Lucrèce est un indifférent à la religion, ou est-ce qu'on peut l'appeler autrement, et dans quelle filiation vous mettrez-vous? Oh, pardon, je me suis fait mal comprendre tout à l'heure. Lorsque j'ai dit négligence, ça voulait dire que quiconque est indifférent en matière de religion est négligent. Ce qui n'est pas une position d'indifférence par rapport à la religion, mais au contraire une position qui dit « moi, pour ce qui me concerne, je ne suis pas négligent ». C'est-à-dire, je considère que l'histoire des religions est certainement ce qu'on peut dire de plus profond sur l'aventure humaine. C'est bien ma position. C'est-à-dire, je dis, celui qui ne considère pas la religion, lui est négligent. Vous voyez, alors maintenant, vous me posez la question sur Lucrèce. Alors, il se trouve en effet que j'ai écrit, voici maintenant 25 ans, un livre sur Lucrèce, et qui avait deux défauts. Le premier, c'est de dire que Lucrèce était de la vraie physique, et par conséquent, les latinistes qui ne savaient pas de physique n'ont pas compris. Mais d'autre part, comme c'était écrit en latin, les physiciens qui faisaient la vraie physique ne parlant pas le latin ne l'ont pas non plus compris. Par conséquent, les lecteurs de ce livre-là devaient être un public qui était l'intersection de ceux qui connaissaient le latin et de ceux qui connaissaient la physique. Or, cette intersection, hélas, est vide.
Donc les deux défauts s'ajoutant, je n'ai pas été compris tellement. Et je disais simplement que Lucrèce était la vraie physique. Et Lucrèce a une intuition foudroyante sur l'origine de la vie et l'origine de l'univers. Il dit qu'il y a une chute d'atomes. C'est-à-dire, nous allons tous vers l'entropie croissante. Et ça, c'est confirmé par ce que nous savons aujourd'hui. L'entropie tombe. Et puis, il y a un événement que nous ne savons pas, que nous ne maîtrisons pas, qui s'appelle le clinamen, qu'on peut appeler rupture de symétrie. C'est une bonne expression. Alors, les physiciens comprennent ce qu'on dit rupture de symétrie, et qui, tout d'un coup, dérange la chute des atomes et qui les associe ensemble. Et une fois qu'ils sont associés, ils tombent en turbulence. Vous voyez, ils font une sorte de turbulence. Et en effet, je crois que cette intuition est encore valable. Et lorsque je disais, nous portons en nous des banques de temps par l'irréversibilité combinable des éléments en question, et ce puits de temps lance dans l'espace, lance dans l'apparence des associations combinées d'atomes, nous, moi, vous, les objets, il les lance dans la mesure du temps, c'est-à-dire dans des périodes, dans des rythmes, dans des tempos, tous différents. Alors, tempo à rythme de seconde, à rythme de milliers de secondes, de millièmes de seconde, à rythme d'années, à rythme de milliards d'années, vous voyez, on tombe tous dans des turbulences, dans des cycles, dans des rythmes qui retardent d'une certaine manière notre chute vers l'entropie finale. Vous voyez, et donc, le modèle de Lucrèce peut en effet aider à comprendre cette double entrée que j'ai donnée au cours d'aujourd'hui, entre la mesure du temps qui est toujours rythmée, toujours sur des tempos, toujours sur des mesures, qui est la première partie de mon cours, enfin de mon exposé, et la nature du temps qui est justement apériodique, arythmique, et qui est une sorte de banque de temps qui est à nous au niveau de la combinatoire, vous voyez, au niveau des éléments. Voilà. Alors oui, sur ce point, Lucrèce est assez précieux. Alors sa position par rapport à la religion est tout à fait paradoxale, vous le savez. Parce qu'il déclare au début qu'il est absolument anti-religieux, mais il commence par le sacrifice d'Iphigénie, ce qui est quand même un peu gênant. C'est-à-dire tout le champ 1 du discours de Lucrèce est une sorte d'hymne à un sacrifice bien déterminé. Évidemment, il le critique. Et la fin de son poème est une sorte de description de la peste d'Athènes, c'est-à-dire la chute complète vers ce qui se défait à d'éléments. Vous voyez. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut raccorder les deux. C'est-à-dire raccorder les deux, c'est-à-dire de passer la peste au sacrificiel d'Iphigénie, c'est ça précisément la dynamique profonde des cultes de l'Antiquité. Donc il n'est pas complètement débarrassé des religions. Vous savez sans doute qu'une des choses les plus intéressantes qu'on puisse dire de Lucrèce, c'est que le terme atome, puisque c'est lui qui invente le mot, est le même mot que temple. Vous le savez sans doute. C'est-à-dire, étymologiquement, atome, c'est ce qui ne se coupe pas, et temple, temno, c'est ce qu'on découpe dans l'espace comme une unité donnée de sacré. Donc il y a une sorte de philosophie de la nature chez lui qui tourne le dos à la religion, mais qui est poussée dans le dos par elle. Mais ça, bon, je vous réfère à mon livre sur Lucrèce. Voilà, une dernière question, madame. Oui, bonjour monsieur, madame. Je vous remercie. Moi, j'ai trouvé aussi votre texte très poétique et j'ai apprécié. Et par contre, alors quand vous parlez de négligence de ceux qui ne pensent pas religieusement, c'est-à-dire, je pense aux libres penseurs de tous les temps, est-ce que ce sont des négligents ou des gens très réfléchis?
J'ai un respect profond pour toutes les attitudes de pensée. Je les respecte et profondément, je me défendrai, je les défendrai jusqu'à la mort pour qu'ils soient libres de penser ce qu'ils pensent. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, comme dit l'autre, mais je défendrai jusqu'à la mort la liberté qu'ils puissent avoir. C'est ça. J'attaquerai quelqu'un, mais j'attaquerai celui qui l'empêchera de parler, plutôt. Cela dit, je crois tout de même qu'il est extrêmement difficile de penser indépendamment de... je crois que j'ai passé toute ma vie à travailler sur l'histoire des sciences et une grande partie à travailler sur l'histoire de la philosophie. Donc j'ai été lié à la discipline qu'on appelle histoire. Il m'est difficile de penser que, pour prendre la métaphore géophysique, que l'histoire des religions n'est pas la plaque la plus profonde qui meut toutes les autres. J'ai toujours l'impression que c'est elle qui est la plus lente, la plus enfouie, la plus profonde, probablement la plus décisive, et qui meut toutes les autres plaques au-dessus et qui rend compte souvent de leur déplacement. Vous voyez ? Il m'arrive souvent de penser que même si on ne pense pas religieux, la religion vous pousse dans le dos ou vous pousse par en dessous. C'est-à-dire cette évolution est la plus fondamentale au sens le plus étymologique de ce mot. Alors, il arrive souvent de lire des libres penseurs, comme vous dites, et dont on voit que leur pensée est souvent religieuse sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'ils soient tourmentés personnellement, mais que c'est l'élément même de la pensée qui est déplacé par le déplacement le plus profond. Vous savez, oui. Oui. C'est tout à fait extérieur à ce que je dis, mais enfin je veux bien en parler. Le totalitarisme peut émaner de mille sources, et pas forcément des religions. On dit maintenant que les religions sont totalitaires. Nous avons vécu, j'ai vécu, je suis assez vieux pour avoir vécu, sous des totalitarismes qui étaient tous anti-religieux et qui étaient vraiment des totalitarismes. Vous voyez. Je crois que nous allons être sauvés et consolés par le temps périodique, puisque samedi prochain, à la même heure et au même lieu, nous retrouverons Michel Serres, si vous voulez bien. Je voudrais le remercier vraiment très vivement pour ce cours.